Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bon dimanche et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a participé du 21 janvier au 23 janvier dernier au 46e Forum économique de Davos en Suisse. Une rencontre de haut niveau qui a vu la participation d'environ 2500 participants. Daniel Kablan-Duncan a eu plusieurs rencontres. Il a regagné Abidjan hier samedi. Abou Sanogo. Parti prendre part au 46e Forum économique de Davos en Suisse du 21 au 23 janvier, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a regagné Abidjan. À ce forum, Daniel Kablan-Duncan, qui a représenté le président de la République Alassane Ouattara, a eu plusieurs entretiens au cours desquels des questions liées à l'énergie, aux finances et l'aéroportuaire ont été abordées. Il a également eu des rencontres avec le président de la Banque africaine de développement et des responsables d'entreprises. Une mission fructueuse selon le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Nous avons reçu les responsables de Nestlé qui sont venus nous voir d'une part pour confirmer au président de la République une rencontre internationale qui va avoir lieu ici au mois de mai, le 25 février 2016. Nous allons avoir une rencontre avec tous les usiniers du monde qui sont intéressés par le cacao ici à Abidjan. Mais aussi nous avons abordé une question qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de la TNT, et où vous avez un certain nombre de diffuseurs, je dirais, tricheurs, qui essaient d'avoir vendre des décodeurs ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Le président de la ACA a fait des propositions qui vont être bientôt examinées au niveau du Conseil de gouvernement. Deux entreprises indiennes sont venues nous voir. Une qui est intéressée donc par Marabadiassa, qui veulent développer la culture du sucre et d'autres produits agricoles, et une autre qui veut développer les transports. Il y a beaucoup de gens qu'on a rencontrés. Je pense que ça a été assez long, mais fructueux. Environ 2500 participants issus d'une centaine de pays ont pris part à cette rencontre. La délégation gouvernementale, conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, était composée du ministre de l'Industrie et des Mines Jean-Claude Brou et du ministre de l'Économie numérique et de la Poste Bruno Nabagné-Koni. Fournir des terrains aménagés et disposant de toutes les commodités d'urbanisme, c'est là la volonté du ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, en recevant hier les aménageurs fonciers agréés de Côte d'Ivoire. Une rencontre qui a permis de faire le point sur les relations entre la tutelle et ses professionnels de l'aménagement. On en parle avec Adama Koné. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme veut relancer la production de terrains aménagés et sécurisés. Au cours de la rencontre du vendredi 22 janvier, le ministre Mamadou Sanogo a invité les aménageurs fonciers sur le terrain du professionnalisme. Objectif, mettre à la disposition de la population des lots viabilisés et sécurisés. Nous voulons voir l'avènement d'une classe d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires, évidemment, nationaux. Il faut avoir une convention de partenariat, en tout cas permanent, avec un urbaniste. Avoir une convention de permanente avec un géomètre expert. Une option qui donne de la valeur ajoutée au simple lotissement, souvent source de conflits fonciers. C'est que l'aménageur doit mettre à disposition des espaces viabilisés avec voies bitumées, ouvrages de drainage d'eau pluviale, électricité et eau potable avec en prime l'établissement de droits sur le foncier. La réunion avec le ministre Sanogo a permis d'expliquer le rôle de l'État dans l'encadrement des aménageurs et les conditions liées à l'exercice de la fonction. La Côte d'Ivoire compte 62 aménageurs fonciers agréés. L'ensemble des établissements de santé publique de Côte d'Ivoire équipés en logistique, notamment en ambulance, en moto, véhicules 4x4 et camionnettes, le tout d'une valeur d'environ 10 milliards de francs CFA, ce dont provient d'une partie de l'appui budgétaire du FMI à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola estimée à 24 milliards de francs CFA. La seconde partie servira au renforcement du plateau technique de plusieurs centres de santé public. La remise symbolique a eu lieu en présence de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. C'était le jeudi dernier. 24 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'appui budgétaire du Fonds monétaire international FMI au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola.
Une partie de ce don a servi à l'obtention de moyens logistiques, notamment 400 motos, 31 véhicules de type 4x4, 88 ambulances et 7 camionnettes, le tout d'une valeur d'environ 10 milliards de francs CFA. La remise symbolique de ces dons s'est déroulée en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Dr Goudou Kofi Raymond a invité les bénéficiaires à en faire bon usage. Je vous encourage à faire en sorte que ces équipements qui vous sont remis soient des équipements qui servent, n'est-ce pas, à améliorer votre travail quotidien. Il est prévu également de renforcer les plateaux techniques des hôpitaux généraux de Treichville, de Marcory, de Koumassi, de Port-Boué et du service des maladies infectieuses du CHU de Treichville et des FSUCOM de Ouassakara et de Blocos. À travers ce geste, c'est tout le système sanitaire ivoirien qui s'est amélioré. C'est le cas de Mankono, ville située au centre nord de la Côte d'Ivoire. On a une superficie de 11 293 km², une population estimée à 389 000 habitants et nous avons 40 aires sanitaires. Donc nous avons quelques difficultés et ces ambulances et ces véhicules que nous venons d'avoir vont nous permettre de renforcer effectivement la logistique et améliorer le système de santé. Occasion également pour le premier responsable de la santé de féliciter ses agents pour le travail abattu, avant de les inviter à faire preuve de professionnalisme pour l'amélioration de l'image de la santé publique en Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Christelle Nda, Michel Touré et Mamadou Kouassi. La foire internationale du tourisme de Madrid se poursuit. Au 3e jour de cet événement, le stand ivoirien a battu tous les records de visite. L'animation particulière qui se fait sur le stand et la fontaine de chocolat mobilise plusieurs visiteurs et exposants. Les détails avec Herman Niamia, c'est notre envoyé spécial à Madrid. S'il y a un stand qui attire du monde à cette foire internationale du tourisme de Madrid, c'est bien celui de la Côte d'Ivoire. En 3 jours d'exposition, les participants ivoiriens ont déjà enregistré environ 10 000 visiteurs. Et leur secret, c'est le cacao et la culture ivoirienne qu'ils ont mis en exergue à cette exposition. La fontaine de chocolat proposée à cette foire n'a pas d'exempli. Dans la discipline, tous les visiteurs tenaient à goûter au chocolat du premier pays exportateur de cacao au monde. Et après la dégustation, ils sont aussi retenus par l'ambiance de la troupe de danse. Des séances photos avec les danseurs et surtout les échanges avec les exposants ivoiriens ont pu convaincre de nombreux visiteurs de choisir la destination Côte d'Ivoire pour leurs futures vacances et aussi pour des affaires. Oui, j'aimerais bien. Ça a l'air intéressant au niveau de la nature et aussi les plages et tout. Donc je pense que c'est un pays assez intéressant. Si sé dónde está, claro que lo conozco. Il est évident que je connais la Côte d'Ivoire. Je sais que c'est situé dans la partie côtière de l'Afrique. Et je sais également qu'il a telle possibilité. Et donc, évidemment, j'aimerais le visiter. Les opérateurs ivoiriens ont pu rassurer les touristes sur la situation sécuritaire dans le pays. Cependant, ils ont souhaité l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire. Tous les opérateurs que nous avons rencontrés, c'est ça qui est leur inquiétude et leur difficulté. Parce qu'il n'y a pas un vol direct. Et les prix sont encore plus chers en passant par d'autres pays pour arriver au pays. La question est en voie d'être résolue si l'on s'en tient à la rencontre que le ministre ivoirien du Tourisme a eue avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Madrid. Ici, en Côte d'Ivoire, à l'ouest plus précisément, l'on continue malheureusement de dénombrer des cas de violences faites aux femmes, dont des cas très extrêmes. À Mans, en 2015, 124 cas de VBG, de violences basées sur le genre, documentés, dont le viol d'un bébé de 6 mois. F. Boué. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, les violences basées sur le genre VBG continuent d'être légion. Des chiffres alarmants pour la seule année 2015. Dans la région de Mans, 124 cas de VBG documentés, dont des cas extrêmes. Pour les 3 premiers trimestres de l'année 2015, nous avons enregistré au niveau de la clinique juridique 21 cas de viol, essentiellement sur des mineurs. Et le dernier cas en date est celui d'un enfant de 6 mois,
un bébé de 6 mois qui a été victime effectivement des viols. On vient de me rapporter qu'une femme de 60 ans a été violée, donc je vais la rencontrer tout à l'heure. Ouais. Donc ça n'a pas encore cessé. Cela n'a effectivement pas encore cessé dans cette partie du pays marquée par la décennie de crise. Pour résorber le problème sous tous ses aspects, un cadre de travail est mis en place à Mans depuis 2009. La plateforme de lutte contre les VBG. Des entités étatiques, privées, des ONG nationales et internationales agissent en synergie dans la prévention, la prise en charge multisectorielle et la coordination. Au sein de la plateforme, nous avons des activités que nous planifions et que nous menons ensemble. Ce sont entre autres les différentes journées internationales, des prétextes pour nous pour revenir sur tout ce qui est question des droits et promotion de la femme. Ici, le centre fait plus la prise en charge des victimes de violences. C'est-à-dire dans cette prise en charge-là, nous faisons la prise en charge psychosociale. La prise en charge psychosociale et la prise en charge juridique. Nous, notre travail consiste à les accompagner pour leur faciliter l'accès et pour que la prise en charge puisse se faire facilement. Nous informons la survivante des différentes procédures. Nous l'accompagnons, nous l'orientons et l'accompagnons au niveau de la police et au niveau du tribunal. Toutes ces actions ont permis de voir les chiffres des violences basées sur les genres reculer dans la région de Mans ces dernières années. En 2013, quand la clinique juridique a recommencé ses activités, chaque semaine, il ne se passait pas de semaine sans qu'on ne reçoive des cas de viol. Mais aujourd'hui, on a constaté qu'il y a eu du recul. On continue toujours de faire le travail. Continuer toujours de faire le travail, il faut surtout corser la riposte, éviter, comme c'est le cas, des règlements à l'amiable, punir effectivement les auteurs de tels actes et impliquer davantage les leaders communautaires et politiques dans la lutte. Le Barombar, le Monzatro, le Beaumanet, Yaosei, Barikla, etc. Ces noms d'espaces, vous vous en souvenez peut-être. Il y a de cela une vingtaine d'années, la commune de Yopougon vivait au rythme de ces espaces qui faisaient vivre donc les habitants. Des artistes comme Feu Niaoré Jimmy, Blé Marius, Claude Romy du Wassiato, Pablo de Gokra, Zachary Noël, Gay Victor, Koudouze Bless, Luxon Pado et bien d'autres. Ils donnaient tous les jours des spectacles, vraiment des concerts, des week-ends de concerts live. Aujourd'hui, que reste-t-il de ces espaces? Nous y allons maintenant avec Issa Yeo et Franck Quadio. Yopougon-Selmer, Barombar, ce samedi, il est 22h30. Les portières de ce lieu de spectacle sont hermétiquement fermées. À quelques mètres de là, même constat au Monzatro. Le Monzatro est fermé parce que le fondateur, il s'est couché. La tradition nous oblige à ce moment de mettre les drapeaux en berne. Donc nous avons fermé le Monzatro. Et puis, lorsque nous allons finir et remettre le Monzatro, nous sommes aujourd'hui ceux qui vont continuer l'œuvre du Père. Parce qu'il faut ramener le Monzatro. Le bar éclat, vraiment, ça nous a laissé un bon souvenir. Parce que là aussi, ça nous a marqué parce que Niaoro Gimi, dans le temps, il nous a fait vivre, il nous a amusés. C'était vraiment un lieu de divertissement. Et aujourd'hui, le coin est devenu bizarre, donc on ne sait plus où aller. Il y a de cela quelques années, à pareille heure, il était difficile de se frayer un chemin les week-ends. Les mélomanes, après une dure semaine de travail, n'hésitaient pas à prendre d'assaut ces endroits pour déstresser avec leurs idoles, Niaoré Jimmy, Blé Marius, Claude Romy, Pablo de Gokra et bien d'autres. Avec l'absence de spectacles, ces salles sont devenues des lieux de culte les dimanches, souvent aux grandes dames des mélomanes et des artistes eux-mêmes. Nos activités culturelles ont pris le coup. Raison de la désaffection du public pour ces lieux jadis prisés sont diversement interprétés. Il faut dire que c'est beaucoup plus les effets de la guerre, les effets collatéraux de la guerre qui ont beaucoup plus joué sur le ralentissement des activités musicales. Ce manque d'engouement des spectateurs n'est pas sans conséquence pour les artistes qui doivent trouver des ressources ailleurs afin de pouvoir survivre.
un grand manque à gagner parce que notre public, le public qui donc a été à la base même de la promotion de la musique mid en Côte d'Ivoire est à Yopougon, et donc dans les zones périphériques de la ville d'Abidjan. Connus pour leurs folles ambiances du week-end, ces lieux ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Le Baron Bar et le Mont Zatro n'existent que de nom. Le Yaosei, le Beaumanet et le Bar Éclat qui donnaient de l'éclat à la commune sur le plan artistique ont disparu. Et les passionnés, pour se rappeler la belle époque, se réunissent périodiquement dans des espaces dédiés à la simple écoute de la musique traditionnelle. C'était un reportage de Issa Yeo et Franck Quadio. En République centrafricaine, les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA, ont ciblé plusieurs villages proches de la frontière congolaise dans le sud du pays, vers Bangassou et à Bakuma, villes situées à une centaine de kilomètres un peu plus au sud, un peu plus au nord, des régions dans lesquelles les rebelles ne sont pas présents habituellement. Ce groupe, fondé dans les années 1980 en Ouganda contre la politique de Yoweri Museveni, a déplacé sa zone d'action, mais jusqu'à présent, les rebelles n'avançaient pas autant à l'intérieur de la Centrafrique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a brièvement fait halte à Addis Abeba après son voyage au Burundi, toujours enlisé dans une profonde crise depuis 8 mois. Les 15 membres ont rencontré le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, mais entre l'UA qui continue de croire en un déploiement de force et l'ONU qui mise sur une issue politique, les deux entités divergent. Les élections qui devaient se tenir ce dimanche 24 janvier en Haïti ont été annulées à la dernière minute par le Conseil électoral provisoire. L'administration s'est justifiée en déclarant qu'elle n'aurait pas pu garantir la sécurité des électeurs. L'opposition réclamait depuis des semaines cette annulation, mais elle a néanmoins continué sa mobilisation en manifestant encore hier samedi dans la capitale. Une manifestation qui s'est encore achevée sur des incidents violents. La tempête Jonas, comme elle a été rebaptisée par les médias africains, devait initialement relativement épargner la ville de New York. Une hauteur de 30 à 45 cm de neige avait été annoncée par la météo nationale, mais la tempête devrait en fait y battre des records avec plus de 70 cm de neige prévus en moins de 48 heures, paralysant de manière inattendue la ville la plus peuplée des États-Unis. Restons aux États-Unis où Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York et patron de l'agence d'information financière qui porte son nom, pourrait-il se lancer dans la course à la présidence comme candidat indépendant? Il y songerait en effet sérieusement selon le New York Times et ses proches. Et ce n'est pas la première fois que l'ancien maire de New York envisage de se présenter à la Maison-Blanche. Sa candidature serait un nouveau rebondissement dans une campagne qui n'en a pas manqué. Bloomberg devrait se décider dans le mois de mars. Et puis sport pour terminer, le CHAN 2016. Les équipes de Côte d'Ivoire et du Gabon s'affrontent pour leur dernier match dans le groupe A du championnat d'Afrique des Nations ce 24 janvier à Houille. Les Ivoiriens iront en quart s'ils gagnent. Les Gabonais, eux, devront s'imposer et compter sur une contre-performance du Maroc face au Rwanda. Bon dimanche sur RTI.